Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet de cette présentation. Je vais commencer par quelques planches, mais l'essentiel des choses se fera dans le logiciel pour que ce soit plus concret. Alors tout d'abord, pourquoi une modélisation précise des batteries? Tout simplement parce que c'est vital afin de maximiser la performance des équipements et de leurs batteries. En effet, si vous souhaitez avoir des batteries qui durent le plus longtemps possible pour vos équipements et si vous souhaitez avoir pour ces derniers un courant, une tension délivrée qui sont vraiment optimum, vous devez avoir des simulations qui sont très précises. Sinon, vous risquez d'être plusieurs pourcents à côté de la solution optimale. Bon, par ailleurs, dans le contexte qui nous intéresse ici, ces modèles précis doivent être compatibles avec les outils de simulation système, c'est-à-dire concrètement ici, doivent être compatibles avec un outil comme MapleSim. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas MapleSim, un petit aparté, j'ouvre une parenthèse pour montrer ce que j'entends par compatible avec les outils de simulation système. Et je vais ouvrir un modèle MapleSim de véhicule électrique avec une batterie, un moteur. C'est un modèle qui est très simple, qui a le mérite de ne pas faire appel à des bibliothèques externes. On peut modéliser ça uniquement avec des composants issus de MapleSim. C'est un modèle qui est issu d'ailleurs des exemples qui sont fournis avec la bibliothèque batterie. Donc voici le véhicule électrique. Et ce modèle montre comment, avec MapleSim, on peut mélanger en fait ces différents domaines de la physique avec ici cette fameuse batterie, un convertisseur DC-DC. Ici on a la modélisation du conducteur qui va suivre un certain cycle de conduite, un moteur électrique, un rapport de réduction et puis une modélisation d'un véhicule avec la traînée qui est également représentée ici. Bon, c'est un modèle très simple comme je le disais, mais ça vous permet de voir que l'on peut mélanger des éléments électriques qui sont ceux que l'on voit avec les fils bleus, des éléments plus de type signal, ce qui concerne tout ce qui est la génération de la table pour le cycle électrique, la régulation de la vitesse qui fait la modélisation du conducteur. On a une partie mécanique avec le rapport de réduction. Le moteur, c'est une combinaison entre de l'électrique et de la mécanique. Et puis la représentation du véhicule également, qui est une représentation simple, qui fait appel à des composants mécaniques. Donc voilà ce que nous entendons par représentation système, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller fouiller dans des détails microscopiques de la simulation globale de ce système, mais on va quand même avoir une modélisation très précise de ces différents éléments. Le résultat de cette simulation, on peut le voir sur cette fenêtre avec, là c'est un scope qui mélange, qui a été combiné, des graphiques qui ont été combinés à partir des graphiques simples issus de la simulation. Donc on en a regroupé certains, notamment le courant dans la batterie, le courant dans le moteur, la vitesse désirée et puis la vitesse réelle du véhicule. Là on voit la tension de la batterie, la température de la batterie, on y reviendra puisque les modèles de batterie, ici c'est une batterie lithium-ion, tiennent compte des effets thermiques. Et puis l'évolution de l'état de charge de la batterie avec une remontée sur la fin correspondant à une chute de la vitesse du véhicule. Donc en fait on a un effet de rechargement de la batterie à ce moment-là, ce qui permet d'avoir un état de charge qui réaugmente. Bon, ça c'est un modèle simple comme je vous le disais. Rien n'empêche avec MapleSim de réaliser des modèles qui sont plus compliqués. Bien sûr ici un modèle qui est nettement plus compliqué puisque là c'est un modèle qui combine un moteur thermique et un moteur électrique. Donc on a une gestion de l'association entre ces deux moteurs. Le pack batterie lithium-ion, on va le retrouver ici. Et puis dans ce modèle, on a des éléments qui ne sont pas issus uniquement de la bibliothèque MapleSim standard. Je reviendrai dans quelques instants sur la librairie, sur les librairies MapleSim standard. On va trouver également dans ce modèle une modélisation de la dynamique du véhicule avec une représentation des pneumatiques, le contact entre la route et puis le véhicule.
Représentation également de toute la suspension, tout ce qui est polyarticulé au niveau de la modélisation de la suspension. En ce qui concerne la modélisation du moteur thermique, on va trouver également des modèles qui là sont issus d'équations qui ont été écrites dans des blocs personnalisés dans Maple. C'est ce que l'on peut voir ici. Là, c'est une feuille Maple qui est associée à la modélisation du moteur avec les équations correspondantes. Et ça, c'est simulable directement par MapleSim pour en faire un modèle qui est vraiment très complet, qui va représenter tout ce qu'on peut souhaiter avoir dans une représentation au niveau système d'un véhicule, avec encore une fois une modélisation de la batterie lithium-ion. Alors je vais revenir à ma présentation, parce que là j'ai ouvert une grande parenthèse, mais c'était pour vous montrer ce qu'on entendait par simulation de type système, c'est-à-dire que ça reste de la simulation 0D 1D, mais malgré tout, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va vous montrer que nous avons pu, en utilisant des techniques assez innovantes, faire des modèles qui sont très précis de batterie et qui, malgré tout, permettent de continuer à avoir une exécution en temps réel de ces modèles. Alors en fait, on fournit dans cette bibliothèque batterie de MapleSim, qui est une bibliothèque externe au MapleSim de base, on fournit deux types de modèles. Un modèle électrique équivalent, donc ce sont des types de modèles qu'on rencontre très couramment dans les systèmes de simulation système 0D 1D. Et puis on trouve également un modèle électrochimique qui est beaucoup moins courant, et pour une raison assez simple que nous allons voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, le modèle électrique équivalent, c'est un modèle qui est simple, pas très précis. Puisqu'on le voit, c'est l'association en fait de résistance, de capacité, qui permettent de définir le temps de réponse en fait de la batterie, et puis une autre partie de modèle qui elle va plutôt modéliser l'aspect capacité de la batterie. Donc modèle simple, pas très précis, mais qui est très rapide à simuler. Et c'est ça qui est intéressant dans certains outils, c'est que ça permet d'avoir une première approche, je dirais, de simulation de batterie, avec un avantage sur la rapidité de simulation. Mais si on souhaite avoir quelque chose qui est précis, ce type de modèle électrique n'est en général pas suffisant. Donc, ceci étant, dans son implémentation dans MapleSim, ces modèles possèdent différents éléments de paramétrage, et notamment on a la possibilité de choisir les matériaux des électrodes. Donc parmi cette liste qui est affichée ici, en tout cas pour ce qui est de la batterie lithium-ion. Et c'est intéressant de noter que les paramètres qui sont enregistrés pour ces modèles avec ces différentes chimiques d'électrodes, les modèles ont été obtenus par identification sur la base de mesures effectuées sur des batteries réelles, sur ces différents types de batteries réelles. Donc malgré tout, même si je dirais la représentation interne du système n'est pas forcément idéale en termes de précision, on est quand même proche de ce que cela peut donner sur la réalité, sur la chimie utilisée pour les électrodes des différents types de batteries. Voilà donc pour le modèle électrique équivalent. À côté de ça, on a le modèle électrochimique. Donc ça, c'est un modèle qui est beaucoup plus précis parce que ça prend en compte en fait tout ce qui se passe au niveau électrochimique à l'intérieur des batteries. Alors j'ai dit tout à l'heure que par nature, en fait, on voyait beaucoup moins ce type de modèle dans les outils de simulation 0D 1D. La raison, c'est que ces modèles, c'est la représentation en fait de ce qui se passe d'un point de vue électrochimique. Ce sont des équations aux dérivées partielles. Or, les outils de simulation système ne simulent que des équations différentielles ordinaires. Pour avoir de la simulation d'équations aux dérivées partielles, il faut passer à d'autres outils qui sont plus dans le domaine des éléments finis. Ceci étant, nous avons développé, grâce à Maple, grâce à l'utilisation du calcul symbolique de Maple et de l'implémentation en fait de la méthode de Galerkin dans Maple, donc nous avons utilisé ces deux outils pour approximer
ces équations aux dérivées partielles en un ensemble d'équations différentielles ordinaires couplées. Et justement, un outil de simulation système 0D 1D est capable de simuler des équations différentielles couplées. Donc c'est issu d'un travail de recherche de personnes qui travaillent maintenant chez Maplesoft, donc qui sont extrêmement pointus sur ce domaine et qui connaissent très bien la modélisation de ces batteries et cette bibliothèque, puisque ce sont elles qui les ont implémentées. Donc c'est ça qui a été intégré dans cette modélisation électrochimique de batteries dans MapleSim. Ça nous permet d'avoir des modèles qui sont très précis, tout en conservant un temps de simulation qui est raisonnable. Alors vous allez me dire, raisonnable, ça reste quand même assez vague comme terme. Pour vous donner un ordre d'idée, on est encore capable de faire tourner ces modèles de simulation en temps réel, ce qui reste aussi, je sais bien, un concept assez vague, mais disons qu'à moins d'avoir besoin d'un temps de simulation extrêmement rapide, on peut très bien utiliser des modèles électrochimiques. D'ailleurs, je vous parlerai à la fin de cette présentation d'un cas utilisateur qui est disponible sur notre site, qui parle d'un fabricant coréen de systèmes de gestion d'énergie qui a pu en fait utiliser ces modèles de batterie dans un contexte de simulation hardware in the loop. Donc, pour tester les calculateurs de gestion de batterie, ces personnes ont généré le code des modèles de batterie de MapleSim, puis les ont intégrés dans le simulateur HIL. Si on compare ces deux modèles, je pense que vous avez compris que le modèle électrochimique, lui, est plus précis que les modèles électriques équivalents, conserve un temps de simulation qui est raisonnable, qui permet de réaliser encore des simulations en temps réel. Par ailleurs, le modèle électrochimique, lui, il est très fidèle. Enfin, quand je dis plus précis, je veux dire qu'il est également très fidèle dans une large gamme de fonctionnement avec des valeurs de courant qui sont très diverses. C'est-à-dire que si vous partez sur un modèle électrique équivalent, vous allez pouvoir avoir un résultat qui va bien coller sur, par exemple, sur des mesures que vous avez faites avec un certain courant. Si vous changez dans votre modèle la valeur du courant, ça ne va plus coller avec les mesures que vous pourriez refaire avec cette autre valeur de courant utilisée. En revanche, avec le modèle électrochimique, vous allez avoir un modèle qui sera valable sur une très grande plage d'utilisation avec des courants qui sont très variables dans l'utilisation. Et il s'avère que dans la pratique, bien souvent, on ne travaille pas à courant constant. On l'a vu tout à l'heure dans la simulation du véhicule électrique, hein, on avait sur le profil de conduite des courants consommés qui étaient très variables. Bon, ceci étant, si vous avez vraiment besoin d'une très grande rapidité de simulation, et si vous avez moins besoin de précision, les modèles équivalents, électriques équivalents, peuvent être un bon choix, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas été complètement obtus. Hein. On conserve dans cette bibliothèque batterie de MapleSim les deux types de modèles, le modèle électrochimique et puis les modèles électriques équivalents. Alors, ce qui est très important dans ces deux modèles, hein, là, ce que je vais présenter maintenant, c'est intégré dans les deux types de modèles, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'avoir une représentation des batteries qui va donner une tension, un courant, et puis pour laquelle on va être capable de ressortir l'état de charge. On est également capable d'avoir la représentation des effets thermiques. Donc on a intégré dans ces modèles la représentation des effets thermiques avec non seulement la génération de chaleur due à la résistance interne, bon, l'effet Ohm, hein, l'effet Joule, mais également les effets thermiques qui sont dus aux réactions chimiques. C'est-à-dire que même dans le cas où on n'a pas modélisé, on n'a pas de modèle électrochimique des batteries, on a quand même été capable d'intégrer en fait dans ces modèles des effets thermiques qui correspondent aux réactions chimiques internes. Et les paramètres de ces modèles dépendent également des matériaux utilisés pour les électrodes. On le verra par la suite. Dans les modèles de batterie, on a non seulement la possibilité de choisir le type de batterie, hein, si c'est lithium-ion, NiMH, mais également les matériaux utilisés pour les électrodes parce que ça joue justement sur la génération de chaleur due aux réactions chimiques. Et ces paramètres de modèle, on les a intégrés dans nos modèles sur la base de mesures effectuées sur des vraies batteries.
Donc voilà pour les effets thermiques qui ne sont pas basiques. Par ailleurs, on a également intégré les effets de dégradation. Cette dégradation, elle est intégrée dans les deux types de modèles et on la modélise par la formation d'une couche SEI dans l'électrode négative pendant la charge. C'est-à-dire que, on va le voir sur un modèle d'exemple, on est capable de simuler sur de nombreux cycles de charge et décharge. On est capable de voir que au fur et à mesure, l'état de santé de la batterie diminue parce que nos modèles ressortent, alors c'est optionnel, mais les modèles ressortent une sortie de monitoring de l'état de santé. Et comme pour les effets thermiques, les paramètres du modèle de dégradation sont issus de mesures. Alors pour la petite histoire, tout ça c'est documenté, d'ailleurs on va en parler tout de suite, je vais vous montrer l'aide en ligne, non c'est pas ça, pardon. Voilà, donc l'aide en ligne du modèle lithium-ion par exemple, donc qui reprend ce que je vous ai indiqué, avec les équations aux dérivées partielles qui régissent les comportements, le comportement électrochimique, les équations de dégradation, les équations d'effet thermique. Alors c'est quand même relativement résumé. Si vous avez besoin de beaucoup plus de détails sur la façon dont c'est intégré, vous pouvez aller directement en bas sur les références. Alors c'est un extrait des références, sinon on a également une note d'application qui est disponible, qui est téléchargeable sur notre site sous la forme d'un PDF et qui explique tout ça dans les grandes lignes, mais surtout qui vous donne ici la liste des références auxquelles vous pouvez vous référer pour voir vraiment la première référence par exemple, ça décrit en fait comment faire la modélisation électrochimique d'une batterie. La seconde référence décrit comment faire l'approximation par la méthode de Galerkin de ces modèles électrochimiques aux dérivés partiels. Donc si vous voulez vraiment creuser et voir ce qu'il y a derrière tout ça, c'est parfaitement possible. Alors malgré tout, vous êtes en droit de vous poser une question. Je sais, pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans la modélisation l'intégration de modèles de batterie dans des modèles systèmes, que bien souvent la batterie est utilisée comme une boîte noire. Bon, c'est une façon un peu gentille de dire que les fabricants de batteries n'ont pas forcément envie de donner tous les paramètres internes de leur batterie et que bien souvent les utilisateurs ne sont capables de faire que des mesures sur les batteries, mais sont strictement incapables de renseigner ces paramètres que l'on voit ici. Alors ça, ce n'est qu'un extrait des paramètres, des paramètres précis en fait que l'on peut rentrer sur les différentes batteries. Je vous rassure, quand vous intégrez dans un modèle MapleSim un certain type de batterie, les paramètres nominaux standards sont déjà rentrés, mais malgré tout, si vous souhaitez que ça colle précisément à la batterie que vous utilisez, vous pourriez avoir besoin de faire un certain nombre d'ajustements. Et là, à moins d'être vraiment un super spécialiste, c'est pas vraiment possible. Heureusement, Maplesoft a développé et fourni avec cette bibliothèque de batterie une feuille Maple qui permet de réaliser des identifications faites à partir des mesures que vous pourriez faire vous-même sur vos batteries. De façon simple, il suffit de mesurer, de piloter la batterie pour avoir une décharge constante ou à courant constant ou une charge à courant constant, de mesurer la tension fournie par la batterie à ce moment-là, de mettre tout ça dans un fichier Excel et de rentrer ça dans cette feuille Maple pour ressortir la batterie correspondant à vos mesures. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sera le premier exemple d'utilisation de cette bibliothèque de batterie. Alors ça, c'est intégré dans l'aide en ligne, c'est-à-dire que vous avez simplement besoin, lorsque vous voulez faire l'identification d'un modèle de batterie, d'aller dans l'aide, les exemples de batterie, sélectionner le paramètre fitting,
Et là, vous allez avoir un exemple très simple de modèle. Bon, on a pris dans cet exemple une batterie lithium-ion. Alors ça, c'est le résultat de l'identification en fait. Pour réaliser l'identification, vous devez, comme je vous le disais, avoir réalisé des mesures sur votre batterie. Ici, dans ce modèle MapleSim, on a intégré ces mesures dans le modèle. Pour le faire, c'est très simple. On fait clic bouton droit sur ensemble de données, attacher le fichier. Vous allez chercher le fichier Excel qui contient toutes ces données. Là, je vais vous ouvrir un fichier, enfin même les deux fichiers contenant les données. Bon, le premier, c'est un fichier avec qui correspond à une décharge. Donc, on voit le temps, le courant, la tension d'alimentation. Le second fichier correspond à une charge. Idem, le temps, le courant et l'alimentation. Et puis, si on revient à notre modèle MapleSim, donc avec ces deux fichiers Excel qui sont intégrés, vous pouvez simplement attacher une feuille Maple. On va voir comment on fait avec la feuille Maple d'identification de modèle circuit équivalent. Donc là, je vais ouvrir directement la feuille d'identification de modèle électrochimique. Voilà, en double-cliquant, ça ouvre Maple et ça m'ouvre en fait cette fenêtre Maple dans laquelle on peut voir, on peut choisir les données qui sont issues de ce qu'on a rentré, comme je viens de vous montrer. Donc là, on a sélectionné les deux types de données. Pour la décharge et pour la charge, qui sont affichés automatiquement sur cet écran. Après, ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir le type de batterie. Alors là, comme on est dans la version modèle électrochimique, on a deux types de modèles électrochimiques, le lithium-ion et le NiMH. Ici, on a choisi le lithium-ion. Là, vous allez choisir la chimie pour l'électrode positive. Vous allez choisir la chimie pour l'électrode négative, vous allez définir le nombre de cellules et ensuite vous cliquez sur Create Model. Là, ça vous permet d'avoir un modèle, on va dire, standard qui correspond à ce que vous obtenez, à ce que vous utilisez dans MapleSim lorsque vous avez un modèle de batterie lithium-ion standard. Et ensuite, si vous souhaitez identifier ce modèle, enfin les paramètres de ce modèle standard avec vos mesures, vous avez toute cette zone où vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver, définir des bornes min et bornes max pour les différents paramètres. Des paramètres nominaux et des paramètres dont l'influence est éventuellement un petit peu plus faible. Donc tous ces paramètres peuvent rentrer en ligne de compte dans l'outil d'optimisation qui nécessite, c'est important de le noter quand même, qui nécessite l'utilisation de la bibliothèque, enfin de la toolbox Global Optimisation de Maple. Parce qu'on a une optimisation multiparamètres qui nécessite des algorithmes qui sont extrêmement pointus. Et une fois que vous avez choisi, à la limite, la totalité des paramètres à optimiser, vous allez cliquer sur le bouton ajuster. Alors, je ne le fais pas en direct parce que ça prend un certain temps quand même, cette optimisation multiparamètres. Et vous obtenez au final, on voit là, avec les points, des paramètres de modèles de batterie électrochimique qui collent relativement bien à vos mesures. Une fois que tout ceci est fait, vous cliquez sur le bouton Generate Model et ça vous intègre, ça vous crée dans votre modèle MapleSim le modèle de batterie lithium-ion que l'on retrouve ici, qui est en fait la même chose que ce que vous pourriez récupérer dans la bibliothèque batterie. Ici, c'est le même composant, sauf qu'il est déjà paramétré avec les choses qui sont issues de l'identification qui a été réalisée. Bon, ça, c'est un point de valeur ajoutée extrêmement important dans cette bibliothèque batterie parce que, comme je vous le disais, si vous êtes simplement utilisateur de batterie d'un fournisseur, si vous n'avez pas de détails vraiment sur les paramètres internes de la batterie de votre fournisseur, vous serez difficilement capable vraiment d'adapter le modèle de batterie aux mesures que vous pourriez faire dessus, même si les modèles standards sont quand même pas idiots du tout. Là, vous pouvez vraiment avoir une finesse dans la modélisation de votre batterie, celle que vous utilisez,
qui est très grande par ce biais-là. Alors on peut également, dans le cas où vous souhaitez avoir des modèles extrêmement rapides, vous pouvez utiliser les modèles circuits équivalents, que l'on voit ici et sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Toujours de la même manière, hein, en réalisant une identification. Donc là, si je souhaite rajouter un gabarit d'identification pour un modèle électrique équivalent, je vais simplement double-cliquer sur l'équivalent, sur cette feuille, hein, sur ce gabarit. Je valide et ça m'ouvre la feuille Maple correspondante. Et là, je vous montre comment ça fonctionne. On va choisir ici un modèle ou les deux. Voilà, je prends le premier, je vais prendre également le deuxième. Je clique sur le bouton fil d'essai. Bon, là, on définit simplement l'échantillonnage de l'identification. Je clique sur ce bouton et là, on va obtenir un modèle sous la forme de table que l'on peut générer en cliquant sur ce bouton et qu'on le retrouve ensuite à l'intérieur du modèle MapleSim. Voilà, vous pouvez après utiliser ce modèle à la place du modèle de batterie lithium-ion qu'on a vu précédemment. Et là, ce modèle est lui plus issu d'une interpolation pour ce qui concerne la tension en circuit ouvert ou la résistance interne de la batterie. Voilà donc pour cet outil d'identification qui est extrêmement utile lorsque vous voulez avoir des modèles qui correspondent vraiment à la batterie que vous utilisez et lorsque vous n'avez pas de détails particuliers sur les paramètres internes de ces batteries. Bon, ceci étant, si vous souhaitez faire un modèle assez général, sans, je dirais, a priori précis sur une batterie ou sur une autre, vous pouvez très bien utiliser les modèles dans leur version standard. Donc, comme je vous disais, en électrochimie, on a des batteries lithium-ion ou alors NiMH. En circuit équivalent, on va retrouver les batteries au plomb standard, de nouveau la batterie lithium-ion et le NiMH. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rentrer des modèles qui sont complètement personnalisés. Ici, par exemple, c'est un modèle à deux constantes de temps, donc qui est représenté comme ceci, pour lequel on doit définir une table d'interpolation que l'on voit à ce niveau-là pour la tension en circuit ouvert, la résistance interne et les autres paramètres qui sont qu'on a pu voir, enfin les résistances et capacités équivalentes du modèle. Donc là, ça vous permet d'avoir, je dirais, une représentation totalement arbitraire d'un circuit équivalent représentant une batterie. Mais malgré tout, même pour ces types de modèles circuit équivalent simple, hein, comme je le disais dans la présentation, vous pouvez inclure les effets de dégradation. Vous pouvez également définir, évidemment à chaque fois on peut définir le nombre de cellules, ça vous évite de rajouter, et ça pour tous les modèles, ça vous évite si vous avez une batterie avec 100 cellules de mettre 100 blocs les uns à côté des autres, hein, donc là vous pouvez définir le nombre de cellules. Ceci étant, on verra par la suite que c'est aussi intéressant de pouvoir, dans certains cas de figure, modéliser les cellules une par une, dans le cas où on a des échauffements externes différents, parce que ça peut induire des courants différents, enfin, on y reviendra. Vous avez la possibilité, non pas de définir la capacité en dur ici comme ceci, mais elle peut être définie par le biais d'un port externe. Alors ici, je n'en ai pas encore parlé, mais on a un port pour l'état de santé de la batterie parce que je l'ai sélectionné, un port pour l'état de charge, qui est un port qui s'affiche de toute façon tout le temps, hein, lorsque on définit des modèles de batterie. On a des ports électriques positifs et négatifs classiques. On a la possibilité également de rajouter un port pour entrer la résistance interne de la batterie. Hein. Si jamais cette résistance interne n'est pas fixe, on peut la rentrer, ça peut être ou bien issu d'une formule ou alors issu d'une table d'interpolation. Si on souhaite une batterie isotherme, on reste comme ça. Bon, si vous souhaitez avoir, vous avez deux possibilités pour l'échauffement de la batterie, ou bien vous considérez que vous avez un échauffement par convection assez standard, auquel cas vous allez rajouter un port thermique avec la définition ici de la capacité calorifique de
de la cellule, le coefficient de convection. Là, dans ce cas-là, le coefficient de convection est constant. Voilà. Mais si vous souhaitez avoir un port externe, là, vous pourrez définir des choses totalement personnalisées. Ça, c'est un port thermique. Vous pourrez définir des choses totalement personnalisées en termes d'échauffement de la batterie, de refroidissement de la batterie. Et ça peut vous permettre d'avoir quelque chose qui est vraiment très représentatif. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ces petites options au niveau des ports de connexion que l'on peut avoir sur les différents modèles de batterie. Alors, comment ça s'utilise ensuite ça dans MapleSim? On va faire un modèle très simple. Je vais partir de quelque chose de plus précis que le modèle équivalent. Cette fois-ci, je pars d'un modèle de batterie lithium-ion que voici. Sur lequel je vais rajouter malgré tout un port thermique, mais pas nécessairement tout de suite. Donc, pour l'instant, je conserve ce modèle très simple. Et puis, on va faire une modélisation système multidomaine en rajoutant tout d'abord, toujours dans le domaine électrique, je vais rajouter une résistance de 10 ohms. Je rajoute une masse indispensable dans n'importe quel circuit électrique. Je ferme le circuit. Alors après, MapleSim, bon, je ne suis pas encore revenu dessus, mais on a différents types de bibliothèques, cette bibliothèque électrique. Si on reste dans le MapleSim standard, hein, au-delà de la bibliothèque électrique, on a également une bibliothèque de type signal qui va nous permettre de faire de la régulation, par exemple, ou du traitement du signal. Si on voulait rajouter des éléments mécaniques, comme on a vu tout à l'heure, dans le modèle de véhicule, on peut rajouter de la mécanique en rotation une dimension ou translation une dimension. Je vous ai parlé également dans la modélisation du véhicule de bibliothèque, pas de polyarticulé, on a une bibliothèque spécifique pour ça. Ça, c'est toujours inclus dans le MapleSim de base, tout comme une bibliothèque hydraulique relativement simple, hein. C'est la bibliothèque Modelica standard, une bibliothèque thermique, je vais utiliser des composantes de cette bibliothèque dans quelques instants, et une bibliothèque qui permet de modéliser des circuits magnétiques. Après, ce sont d'autres bibliothèques qui peuvent se rajouter à votre configuration MapleSim. La bibliothèque batterie en fait partie, Driveline si vous voulez modéliser des trains d'engrenage, des systèmes de boîtes de vitesse par exemple. Une bibliothèque de modélisation de circuits hydrauliques très fine. Idem pour la modélisation de circuits pneumatiques. Et puis, pour rester dans le pneumatique mais rien à voir, la modélisation de pneus de véhicules qu'on a vu également implémenté dans la modélisation du véhicule complet présenté au début de cette session. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la bibliothèque MapleSim standard. Je vais utiliser quelques-uns des éléments de ces bibliothèques dans mon modèle simple pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, la philosophie d'utilisation de MapleSim. Revenons à notre modèle. Je vais rajouter une sonde ici qui va mesurer la tension et le courant dans la batterie. Et je lance ma simulation non pas sur 10 secondes mais sur 3 heures. Voilà. Pour qu'on puisse avoir le temps de voir la batterie se décharger. Alors je vous rassure, on va pas avoir, ça va pas prendre 3 heures réelles, enfin 3 heures de notre temps à nous, cette simulation. Alors la toute première simulation nécessite un petit peu pour réaliser le modèle, mais ensuite vous avez une exécution qui est très rapide et qui vous permet de voir l'évolution du courant, l'évolution de la tension et, chose que j'ai malencontreusement oubliée, je vais fermer ça. Voilà, chose que j'ai oubliée, c'est une sonde sur l'état de charge. Voilà, ce qui me permet de vous montrer une fonctionnalité intéressante de cette bibliothèque, c'est qu'elle permet d'avoir un arrêt de la simulation automatique lorsque l'état de charge de la batterie tombe à zéro. Donc ça c'est pas mal, hein, ça vous évite d'avoir à simuler beaucoup plus longtemps que la décharge de la batterie, ce
qui ne sert à rien une fois que la batterie est déchargée. Voilà, maintenant ce que je vais rajouter, ce sont les effets thermiques. Je vais rajouter un effet thermique avec port externe, ce qui va me permettre, ah oui, puis je vais aussi modifier la capacité calorifique, histoire d'avoir un échauffement de la batterie qui soit visible. Hein. Je vais diminuer beaucoup la capacité calorifique. Comme ça nous permettra d'avoir quelque chose d'intéressant. Et puis là, je vais faire un modèle multidomaine avec l'utilisation de composants issus de la bibliothèque thermique. Alors, on va refroidir la batterie par convection. Donc là, c'est un bloc de convection. Bloc de convection sur lequel on va affecter la température externe. Donc là, ça va être une source thermique avec une température fixée. Par exemple, ça serait 20 degrés Celsius. Voilà, on considère que c'est la température extérieure. On va refroidir la batterie en connectant les deux ports thermiques du bloc convection et du bloc batterie. Et puis on va rajouter un contrôle très simple de type on-off, en ajoutant tout d'abord un capteur de température qui va nous ressortir la température en degrés Celsius. Alors, derrière MapleSim, il y a Maple qui est capable de faire de la conversion d'unités. C'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment, je me soucie. Alors, évidemment, j'essaie d'avoir des températures cohérentes, mais j'ai pas besoin de faire de la conversion d'unités. C'est Maple qui va s'en occuper pour moi. Alors, mon contrôleur on-off, je vais aller le chercher dans la bibliothèque Signal. Oui, alors Signal dans les éléments booléens. Le voici. Donc ça me rentre, je vais avoir besoin d'une température de consigne. Donc je souhaite avoir une température qui va rester autour de 30 degrés Celsius. Je vais définir un hystérésiste de 1 degré. Voilà, ça me ressort un booléen, ce contrôleur on-off, mais dans la bibliothèque MapleSim Signal, on va retrouver de la conversion de booléen vers des réels. Et puis, je vais donner un gain à ce contrôleur qui, en fait, me permet de définir le coefficient de convection. Voilà, je connecte tout ça ensemble. Voilà, ça me permet de... C'est comme si j'avais un ventilateur qui tourne lorsque la température dépasse 30 degrés et s'arrête de tourner lorsque la température est inférieure à 30 degrés. Là, on définit un coefficient de convection qui, la convection, c'est l'effet de la circulation de l'air à 20 degrés sur la membrane externe de la cellule qui va refroidir cette cellule. Et enfin, je ferme la boucle sur mon contrôleur on-off. Voilà, je vais simplement rajouter deux sondes ici. Une première pour que l'on voit quand le ventilateur est en marche ou n'est pas en marche. Voilà, et puis je vais rajouter également une autre sonde qui va me permettre d'afficher la température de la batterie. Maintenant, je relance ma simulation. Et je vois ce que ça peut donner sur cette température de batterie qui du coup là reste constante et sur le contrôle qui se met en marche de temps en temps lorsque la température est supérieure à une certaine valeur. Voilà comment on fait pour modéliser un système très simple dans MapleSim. Alors, je vais réutiliser en fait ce concept de refroidissement pour vous montrer un modèle qui est plus compliqué. Voilà, c'est ce modèle qui représente l'échauffement d'un bloc de batterie à l'intérieur d'un container. Donc ce container est soumis à une température ambiante, donc avec un certain coefficient de convection. On a la possibilité ici de définir par le biais de cet échelon
on définit un courant de décharge de la batterie qui au début est égal à 22 ampères, puis monte au bout d'un certain temps à 52 ampères. Qui au début est à 30 ampères, pardon, et monte à 52 ampères. On a un offset de 30 et puis un saut de 22 ensuite. Et à l'intérieur du container, là, on modélise les effets thermiques du matériau du container, du container lui-même. On a la convection à l'intérieur du container, et là, c'est notre bloc de batterie qui lui-même, à l'intérieur, est modélisé avec ses effets thermiques. Donc, il est chauffé par l'air du container, par l'intermédiaire d'un certain coefficient de convection. Et ce qu'on représente à l'intérieur de ce bloc de batterie de 3 cellules, en fait, on utilise une entrée externe pour la résistance interne de la batterie, entrée externe sous la forme d'une table d'interpolation qui est issue d'un fichier Excel attaché au modèle. Et en fait, cette résistance interne dépend de la température de la batterie. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque la batterie se décharge, elle génère une certaine chaleur. Comme la batterie est confinée dans un container, si le refroidissement externe n'est pas suffisant, la chaleur va monter dans le container et comme la résistance interne augmente au fur et à mesure que la température augmente, on a un effet exponentiel qui fait que la température à l'intérieur de la batterie va augmenter également de façon exponentielle. Et on va voir sur les résultats de simulation le dépassement en fait de deux seuils qui sont là on a visualisé deux seuils. Alors là les deux seuils qui sont très bas qui sont le seuil de danger, enfin le seuil d'avertissement et le seuil de danger pour la température de la batterie. Là on voit bien sur l'état de charge de la batterie la cassure que l'on a lorsqu'on passe de 30 à 52 ampères. Alors ce modèle, on va le retrouver dans une version un petit peu améliorée. Une version, alors je vais revenir ici, une version avec un refroidissement. Donc là j'ai intégré la même chose que ce que j'ai montré sur le modèle simple. Là j'ai un refroidissement, alors à condition de mettre une certaine valeur pour le gain, mais je ne vais pas la mettre tout de suite. Ici, je vais relancer ma simulation. On n'a pas de refroidissement parce que le coefficient de convection qui rentre là est égal à 0. Donc on va se retrouver avec à peu près le même résultat que ce que l'on avait précédemment. Donc là, c'est ce que l'on voit. Alors, je vais malgré tout supprimer ça. Voilà, donc là, c'est le résultat de la simulation sans refroidissement. Je vais l'enregistrer comme ceci. On voit l'augmentation de la résistance interne de la batterie et on voit, comme précédemment, l'état de charge et puis la tension d'alimentation de la batterie. Maintenant, si je définis un certain coefficient de convection, par exemple égal à 10, on va avoir un refroidissement qui sera beaucoup plus important et que l'on va pouvoir comparer. Voilà, donc là on peut, si je reviens à un autre graphique, on peut comparer l'effet du refroidissement là sur la température, sur l'augmentation de la température de la batterie. Et sur, également on voit la température, alors là c'était la température du container, et là on voit la température de la batterie qui est un petit peu inférieure, la résistance interne qui est également inférieure, et si on avait un coefficient de convection beaucoup plus grand, on verrait évidemment des différences plus importantes sur ces éléments-là. Alors MapleSim, c'est pas seulement un outil qui c'est pas seulement un outil qui permet de faire de la simulation. Comme vous avez déjà pu le constater, on a la possibilité d'associer des feuilles Maple à un modèle MapleSim. Par exemple, là, on a associé une feuille Maple à ce modèle qui permet de faire de l'exploration de modèles. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des simulations, de réaliser des simulations interactives à l'intérieur d'une feuille Maple. Alors c'est relativement simple à condition
de lire un petit peu la documentation de l'API MapleSim. L'API MapleSim, c'est un ensemble de fonctions qui, depuis Maple, permet de piloter ce que l'on fait dans MapleSim. Là, c'est simplement un exemple d'utilisation. On a la possibilité de récupérer tous les paramètres d'un modèle MapleSim. Par exemple, ce qui va m'intéresser ici, c'est le paramètre de capacité calorifique de la batterie, qui se trouve ici. C'est ce paramètre. Et ensuite, on a la possibilité de réaliser des procédures compilées qui sont paramétrées avec un ou plusieurs paramètres qui nous intéressent dans l'ensemble des paramètres du système, pas seulement des batteries, mais dans l'ensemble des paramètres du système MapleSim. Exemple ici, je crée une procédure compilée en utilisant le paramètre capacité calorifique avec une valeur nominale qui est égale à 750. Voilà, donc, je vais exécuter ça. Évidemment, je dois exécuter tout d'abord la première ligne. Là, je réalise l'exécution de la procédure compilée. Alors, qu'est-ce que c'est une procédure compilée? C'est une procédure qui va s'exécuter dans Maple, mais qui va exécuter un modèle compilé, une représentation compilée du modèle MapleSim. Quand on exécute MapleSim, lorsqu'on clique sur ce bouton de simulation, on n'a pas une simulation compilée, on a une simulation qui s'effectue au fil de l'eau. Bon, certes, elle est très rapide, mais c'est pas compilé vraiment complètement comme ça pourrait l'être. La procédure compilée, elle, est entièrement compilée. Il n'y a aucun effet d'attente de la simulation due à la génération du modèle sous la forme d'équations et à la simplification de tout ça. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. Bon, là, on peut tester la procédure compilée, on peut ensuite lister les sorties de la procédure compilée. Donc là, ça va nous être utile pour réaliser un plot interactif. Donc là, ce sont toutes mes sorties disponibles de mon modèle. Et après, je définis simplement une procédure Maple qui va me permettre de lancer en fait une simulation interactive. Alors, cette procédure Maple, elle fait appel à la procédure compilée, ce que l'on voit ici. cproc, c'est le nom de la procédure compilée. Le paramètre capacité calorifique, lui, passe justement en paramètre de cette procédure. Je vais récupérer des résultats. Ici, c'est la variable qui contient les résultats de la procédure. Je récupère le temps, je récupère la température de la batterie, je récupère la température du container. J'organise tout ça sous la forme de tracé graphique. Bon, là, je vais définir ma procédure compilée dans mon tracé interactif. Voilà, je vais tester maintenant cette procédure, ce tracé interactif. Vous notez le résultat ici, le warning qui me dit que la simulation s'est arrêtée parce que la batterie est déchargée. C'est important d'avoir ce type de message. Et enfin, je fais appel à l'outil d'exploration. Dans Maple, à peu près toute commande de ce type-là qui est paramétrée réagit à la chose suivante. Vous faites un clic bouton droit et vous allez avoir ouverture d'un menu contextuel dans lequel vous pouvez cliquer sur Explorer. Ça vous ouvre une interface graphique, la voici, dans laquelle vous pouvez définir le domaine de variation de votre paramètre. Là, on va aller pour le paramètre de capacité calorifique entre 100 et 1000. On clique sur le bouton Explore et ça crée automatiquement cette interface graphique avec un curseur correspondant au paramètre, alors ça peut être au pluriel, au paramètre que vous avez défini. Et là, la simulation, la procédure compilée est tellement rapide que lorsque je bouge ce paramètre, on n'a pas le temps de simulation du modèle. Pourtant, à chaque fois que je bouge le paramètre, le modèle est simulé derrière à chaque variation. Et c'est tellement rapide qu'on voit le résultat de la simulation de la température batterie et de la température du conteneur qui s'affiche vraiment en temps réel par rapport à la modification du curseur. Et pourtant, vous voyez, si vous regardez bien en bas à gauche, à chaque fois que je bouge le curseur, j'ai une évaluation de la simulation. Donc vraiment très grosse rapidité de simulation. Et pourtant, je travaille bien avec un modèle de batterie, c'est à l'intérieur, je travaille avec un modèle de batterie lithium-ion de type électrochimique. Donc on a vraiment une très bonne rapidité de simulation, même avec ce type de modèle. Chose qui est, alors pour rester justement dans ces aspects de simulation, de compilation,
ce qui est réalisable également avec, je vais revenir sur ce modèle, ce qui est réalisable également avec MapleSim, c'est d'exporter la partie de modélisation physique pour l'associer avec un contrôleur qui serait défini de façon externe. Alors ça peut être, là je vais ouvrir un autre modèle qui est tout préparé, voilà. Alors la différence entre le modèle que vous avez à l'écran et celui-ci, c'est que là j'ai encapsulé cette partie-là, la partie physique, à l'intérieur d'un sous-système, mais on la retrouve ici à l'intérieur de ce sous-système. Donc ça, c'est à l'intérieur de ce sous-système et j'ai la possibilité dans MapleSim de générer le code pour ce sous-système et de conserver le contrôleur à l'extérieur. Alors à quoi ça peut servir? Vous allez me dire, tout simplement ça peut servir lorsqu'on fait, alors, si vous voulez, intégrer de façon générale la simulation physique dans un simulateur externe. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ça peut être une génération de code simple, c'est l'exemple que je vais choisir ici. Voilà, j'ouvre une fenêtre d'analyse pour une génération de, je vais refaire, pour une génération de code simple, où là j'ai simplement besoin de sélectionner le sous-système batterie dans container, c'est le sous-système, pardon, celui-ci qui m'intéresse. Après, je peux éventuellement définir alors, il faut que je change le système quand même. Je vais pouvoir définir les entrées, les sorties, est-ce que je les exporte ou pas, enfin, en tout cas pour ce qui concerne les sorties. Les paramètres, est-ce que je vais les conserver ou non à l'extérieur de mon, dans mon code généré. Et puis les paramètres d'exportation du code, quel sera le solver utilisé. Donc vous avez la possibilité de définir tout ça. Et ensuite, vous cliquez sur Generate C code et vous obtenez le code C correspondant à ce modèle de batterie avec toute la thermique. Alors, on a cette possibilité de génération de code, je dirais, brute comme ceci, ou alors on peut faire la même chose avec la génération d'une S-fonction Simulink. Ça fonctionne de la même manière. On choisit le système sur lequel on veut travailler, on le charge dans le modèle, on va définir les entrées, les sorties, les renommer éventuellement, voilà pour ce qui est des entrées et des sorties. Les paramètres, est-ce qu'on les veut de façon groupée ou non? Est-ce qu'on va tout exporter dans la S-fonction Simulink? Et une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez générer le code de la S-fonction. Alors, d'ailleurs, non seulement le code de la S-fonction, que l'on va voir ici, qui est tout préparé pour être encapsulé à l'intérieur d'une S-fonction, mais également le code pour la génération automatique d'un bloc de librairie par MATLAB dans Simulink. Bon, ceci étant, si vous cliquez sur Generate and Compile S-Function, vous avez tout qui se crée automatiquement, MATLAB qui s'ouvre, Simulink qui s'ouvre, le bloc qui se crée à l'intérieur. C'est entièrement presse-bouton. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante si vous avez besoin de mixer un contrôle avancé de gestion de batterie qui serait défini dans Simulink ou dans National Instruments, enfin dans LabVIEW par exemple, puisqu'on peut aussi faire la même chose dans LabVIEW. On peut générer un composant LabVIEW pour notre bloc batterie dans container. Donc si vous avez quelque chose qui est défini dans ces outils externes en termes de contrôle, eh bien, vous pouvez exporter la physique de la batterie et de sa thermique pour pouvoir les intégrer dans vos simulateurs et éventuellement ensuite créer des simulateurs HIL, enfin faire du hardware on the loop sur la base d'un vrai contrôleur. D'ailleurs, je vous parlais au début d'un cas utilisateur. Vous pouvez le télécharger librement sur notre site. C'est une société coréenne qui réalise des équipements de gestion d'énergie pour tout type de puissance, qui avait besoin de faire un simulateur temps réel et qui a utilisé les modèles de batterie de MapleSim. Là, c'était avec LabVIEW. Bon, ça reprend, ce cas utilisateur reprend ce que je vous ai dit au début, mais voilà ce qui a été utilisé. Ça a permis de tester en HIL le calculateur de gestion de la batterie. Un dernier modèle que je vais vous montrer, c'est un modèle qui est issu de LED, qui est intéressant parce que ça permet de voir un exemple avec des cellules qui ne sont pas... Enfin, là, jusqu'à présent, quand j'ai utilisé un pack de cellules, bon, je prenais par exemple
une batterie lithium-ion et puis je disais j'ai tant de cellules, etc. Là ici je prends des batteries avec une seule cellule, représentation des effets thermiques. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a les effets de conduction thermique entre les différents blocs les différentes cellules. Et les échanges thermiques font que toutes les cellules ne vont pas être à la même température, et ça joue sur le courant de chacune des cellules. Et si on simule ça pendant, non pas 3 secondes, mais plutôt pendant 3 heures, ça devrait aller. Si on simule ça pendant un certain temps, on va voir le résultat sous la forme de... Bien que les cellules sont définies toutes de la même manière, c'est uniquement les températures externes de chacune, température initiale de chacune, et donc on a des effets de conduction thermique qui entrent en jeu. Et on voit que alors là, on a une modélisation série parallèle, donc on a la mesure de 3 courants dans les trois sous-blocs série. On voit les courants qui sont différents dans les 3 sous-blocs série parce que les températures sont différentes. Et là, on voit les températures de chacune des cellules qui sont différentes.